C'est l'histoire d'une utopie à rebours de notre époque. Dans un monde barricadé, obsédé à l'idée d'ériger des frontières, nous vous emmenons à la rencontre d'un univers où le fait de les abattre protège. La nature, les hommes, et même réconcilie les nations. Grâce à des parcs imaginés pour transcender leurs frontières, des parcs de la paix. Les parcs de la paix ne se limitent pas aux animaux et à la vie sauvage. Il s'agit aussi pour les peuples de vivre en harmonie. Le premier parc sans frontières est né ici, en 1932, entre le Canada et les États-Unis, autour du glacier de Waterton qui les réunit, pour célébrer l'amitié entre ces deux pays. Les parcs de la paix sont des lieux dédiés à la protection de l'environnement, dont on peut se servir pour améliorer la confiance et l'harmonie. Depuis, cette idée simple mais visionnaire s'est répandue sur tous les continents. Dans les années qui viennent, plus de 227 zones frontalières pourraient devenir des parcs de la paix, allant de quelques hectares à d'immenses réserves naturelles. 60 ont déjà été réalisées, 5 en Amérique, 2 en Asie, 4 en Europe, et plus de la moitié concerne l'Afrique. Sur une terre fracturée par des frontières coloniales tracées artificiellement au XIXe, ces parcs sans frontières n'ont pas seulement pour but de réunir les écosystèmes et de sanctuariser la vie sauvage. Concrètement, ils permettent de développer l'économie des pays frontaliers, grâce au boom de l'écotourisme. Une écologie profitable qui pousse les nations à coopérer et parfois même à dépasser d'anciens conflits. Je crois que le point à retenir avec les parcs de la paix, c'est que l'environnement peut jouer un rôle majeur dans le fait de rassembler les communautés humaines. Cette utopie en marche, où se joue l'avenir de l'Afrique et peut-être du monde, était l'un des derniers rêves de Nelson Mandela. It is important if various countries across boundaries work together, that unites those countries, and the boundaries become something unimportant. L'envie de cicatriser l'Afrique grâce au Parc de la Paix est née sur ces vallons du Cap, à la pointe de l'Afrique du Sud. On la doit à la détermination d'un mécène écologiste qui a convaincu Nelson Mandela de s'engager pour cette cause. Anton Rupert. Anton Rupert et le président Nelson Mandela étaient de bons amis. Ils se sont vus très vite après la libération de Mandela. Lorsque M. Rupert lui a parlé de son idée et du concept des parcs de la paix, le président Mandela a immédiatement voulu soutenir le projet. Ensemble, ils vont créer une fondation entièrement dédiée au Parc de la Paix, inaugurée en 1997. Autour de la table, Anton Rupert et ses deux ambassadeurs, le prince Bernard des Pays-Bas et le président sud-africain. Anton Rupert and Prince Bernard have sent me to various places, and I've put aside everything because it is important. Sur ces images filmées en 2001, le président Mandela ouvre la barrière qui sépare l'Afrique du Sud du Mozambique. Pour donner naissance à un parc sans frontières, unissant les deux pays. Le parc du Grand Limpopo. Du nom du fleuve traversant le Zimbabwe, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il a fallu 10 ans de négociations politiques et la fin de l'apartheid pour surmonter cette frontière séparant deux pays longtemps déchirés par la guerre.
20 ans plus tôt, de 1976 à 1992, des rebelles armés alors par le régime sud-africain de l'apartheid ont combattu le gouvernement communiste du Mozambique soutenant l'ANC de Mandela. Une blessure que ce parc de la paix a su refermer. Quand on y réfléchit, le parc transfrontalier du Grand Limpopo, qui a été créé entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, réunit deux pays qui ont souffert pendant des décennies de la guerre civile ou de l'apartheid. Et pourtant, ces deux territoires sont parvenus à mettre de côté ces obstacles incroyables pour aller de l'avant et dire « Oui, il y a cette frontière internationale entre nous, cette clôture qui nous sépare, et nous sommes d'accord pour la faire tomber. » C'est une décision très progressiste, très visionnaire, quand on pense qu'elle a été prise il y a 15 ans. À l'origine de cette vision portée par Anton Rupert et sa fondation, il y a une volonté écologiste. Agrandir la surface du plus grand parc animalier d'Afrique du Sud, le parc Kruger. Ces barrières ont été érigées en 1961 pour protéger la faune de l'extinction. Depuis, plusieurs portes d'accès ont été aménagées pour laisser entrer les touristes. À l'intérieur, le parc abrite 20 000 km² de savane sanctuarisée, peuplée de spécimens protégés. Ces éléphants sont libres d'aller et venir. De rares routes permettent de les admirer, parfois de très près. Une seule condition, rester en sécurité à l'intérieur des voitures. Sur des milliers d'hectares, seuls quelques espaces permettent aux visiteurs de sortir de leur véhicule pour observer la nature. Ces oiseaux n'ont aucun problème pour voyager malgré les barrières du parc. Il n'en va pas de même pour les troupeaux. Les zèbres souffrent lorsque les barrières électriques les empêchent de suivre le trajet ancestral de leur migration. La nature a besoin d'espaces ouverts et vastes pour les grands animaux. Bâtir des clôtures est tout simplement contre-productif pour les réserves qui veulent abriter cette faune. Or, ce sont précisément ces animaux que les touristes viennent voir. Des lions, des éléphants, des guépards, des chiens sauvages. Si l'espace est trop petit, ces animaux ne vont pas survivre, car vous empêchez leur trajet migratoire. C'est pourquoi il est si important de créer de grands espaces, et la raison pour laquelle les barrières doivent tomber. C'est dans cet esprit, pour agrandir l'espace dont ont besoin les animaux, que la Fondation des Parcs de la Paix a voulu réunir les écosystèmes sud-africains et mozambicains. Et voici à quoi ressemble aujourd'hui le poste frontière à l'intérieur du parc. La porte de Giriando. Une simple formalité qui permet de passer du Kruger au Grand Limpopo, de l'Afrique du Sud au Mozambique. En plus de renforcer les liens entre les deux nations, la création d'un parc côté mozambicain a permis de transformer cette ancienne zone de chasse traumatisée par des années de guerre en réserve protégée. Ce garde forestier marche sur un sentier miné par son bataillon lorsqu'il était soldat dans l'armée du Mozambique. Voilà, c'est cette route.
À l'époque de la guerre, tout était miné ici. Les mines protégeaient cette route jusque là-bas. On minait contre l'ennemi et l'ennemi contre nous. C'est à cause de ça que le site a été abandonné. Mais maintenant, on a tout déminé et on peut passer par ici. Désormais, les sentiers sont sûrs. Voici l'une des rares scènes guerrières que nous offre le parc aujourd'hui. Deux mâles Nyala en train de ralentir naturellement leur métabolisme pour se jauger avant l'affrontement. Ma vie d'avant était très différente de celle d'aujourd'hui. À l'époque, pour manger, il fallait cultiver un bout de terrain. On ne pouvait pas gagner de l'argent pour acheter à manger. Depuis que j'ai été embauché par le parc, ma vie a complètement changé. Plus rien n'est comme avant. Le parc national du Limpopo a amené beaucoup de bonnes choses en termes de développement. Il a énormément contribué à l'amélioration de cette région. Nous le constatons dans les villages qui s'étendent autour du parc. Leurs habitants ont un niveau de vie bien meilleur grâce au parc et au tourisme. Anthony Alexander travaille aussi pour le parc du Grand Limpopo. Mais lui est sud-africain. Il est mandaté par la Fondation des Parcs de la Paix pour développer ce projet. Et se bat tous les jours pour donner envie à la faune, notamment aux éléphants, de revenir dans cette partie du parc, malgré les années de chasse et de mine. Les éléphants vivent très longtemps et ils ont une mémoire incroyable. Il y a 70 ans, on en dénombrait pas mal au Mozambique. Et puis, la guerre est arrivée dans les années 70-80 et toute la population est allée trouver refuge en Afrique du Sud. Leur retour au Mozambique s'est fait progressivement par des transferts. Ces animaux sont très intelligents. Ils peuvent ressentir la présence des mines comme l'impact humain. Avec le temps, on en voit de plus en plus revenir. Ils comprennent qu'ils sont en sécurité ici. Pour étoffer le parc, plus de 4000 spécimens, dont de nombreux éléphants et de nombreux zèbres, ont été déplacés d'Afrique du Sud vers le Mozambique, où ils sont maintenant libres de s'épanouir et de se reproduire. C'est magique. Il y a 5 ou 6 ans, vous n'auriez jamais vu cette eau magnifique, cette végétation incroyable, ces beaux zèbres. C'est vraiment spécial. C'est un long processus pour augmenter le nombre d'animaux sauvages. Mais notre proximité avec le parc Kruger est un élément clé, car il reçoit plus d'1 million de touristes. Si nous parvenons à attirer 100 000 ou 200 000 de ces visiteurs, alors notre parc sera autonome financièrement. L'écotourisme, c'est 90% de touristes étrangers. Ce sont eux qui génèrent des initiatives visant à découvrir la nature grâce à leur intérêt pour cette forme de tourisme. Et tout ceci génère bien sûr des emplois et des recettes. L'Afrique n'est pas un continent industrialisé du tout. Il y a très peu de manufactures. Mais il y a des paysages et une vie sauvage incroyables. En Afrique, pour 8 visiteurs, vous créez un emploi. Les parcs de la paix permettent d'augmenter l'activité économique. Il ne faut pas simplement voir en eux des idées naïves ou utopiques,
mais plutôt des opportunités pour le développement et la croissance des régions frontalières. Il n'existe que très peu de lodges ouverts côté mozambicain pour le moment. C'est le cas de cet hôtel de brousse, Machampané. Il n'y vient que quelques initiés sud-africains ou des touristes étrangers voulant faire étape sur la route menant du parc Kruger aux plages du Mozambique. Pour faire venir davantage de visiteurs, il faudrait que la faune augmente, mais aussi développer certaines infrastructures et ouvrir des routes, ce qui suppose une intense collaboration entre Sud-Africains et Mozambicains. Chose impensable du temps de l'apartheid, Anthony le Sud-Africain travaille sous les ordres d'Antonio le Mozambicain. And just to remind you to take with you the tourism manager, just for him to be exposed into this environment. Avec la création du parc national du Limpopo, plusieurs initiatives ont été mises en place afin de rendre cette zone accessible. Parce que le but est de permettre aux visiteurs de venir voir tout le potentiel de cette région. C'est un des charmes des parcs de la paix, permettre aux gens de traverser des frontières, de mettre de côté leurs différences, pour véritablement envisager ensemble l'optimisation des ressources naturelles qu'ils partagent. Ce n'est plus ton éléphant ou le mien, ce n'est plus ton oiseau ou le mien, ce sont les nôtres. C'est dans cet esprit qu'il est possible de mettre en place des mécanismes de gestion pour protéger ces ressources communes. Mais un danger plane sur tous ces efforts. Le braconnage. Des chasseurs locaux, payés par des trafiquants, ont déjà tué les rares rhinocéros du parc mozambicain pour vendre leurs cornes. Ce sont les cendres d'un feu de braconnier. On reconnaît la manière dont ils brûlent l'extrémité des branches. Le braconnage vise surtout les rhinocéros. C'est la plus grande menace pour le parc transfrontalier du Grand Limpopo. Si les rhinocéros meurent, le parc pourrait mourir aussi, faute de visiteurs. Cette menace est une raison de plus qui pousse Sud-Africains et Mozambicains à monter la garde ensemble contre ce fléau qui frappe toute la région. Pour les défenseurs des parcs de la paix, la solution n'est pas d'ériger des barrières toujours plus hautes pour défendre son territoire, mais de privilégier le co-développement et de créer des emplois grâce à l'écotourisme. C'est encore le meilleur moyen pour dissuader les vocations de braconniers et limiter l'immigration clandestine. De fortes pressions s'exercent sur le parc pour construire de nouvelles barrières, en pensant qu'elles vont empêcher le braconnage. En vérité, les clôtures sont faciles à franchir et n'arrêtent pas les hommes, seulement les animaux. Regardez la frontière entre les États-Unis et le Mexique, une des clôtures les plus avancées au niveau technologique. Elle n'arrête pas les gens. La meilleure méthode est d'assurer une prospérité économique des deux côtés de la frontière, et on peut le faire grâce au tourisme. C'est la meilleure chose à faire de cette terre. Si on le fait, plus besoin de clôture. Mon rêve serait que depuis le Mozambique jusqu'aux montagnes du Drakensberg, il n'y ait plus de clôture. Je crois que c'était l'un des objectifs du Dr Rupert avec les parcs de la paix. Former de petits espaces dans l'idée qu'ils s'étendent ensuite de plus en plus. Aujourd'hui, il y a en Afrique plus de 33 parcs de la paix identifiés.
L'Afrique australe en compte 18. À eux tous, ils occupent un espace d'environ 1 million de kilomètres carrés. Ça représente une surface énorme, l'équivalent de la France et de l'Allemagne réunis. En fait, c'est même un peu plus grand. La Fondation des Parcs de la Paix a fait ses preuves en Afrique du Sud. Ces parcs attirent des touristes et ils le font admirablement bien. À travers eux, on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée naïve et utopique, mais de projets qui présentent un intérêt économique. La prochaine étape de ce voyage nous amène en Amérique du Sud, à la rencontre du parc de la Amistad, un parc de l'amitié situé entre le Panama et le Costa Rica. Ce parc de l'amitié, comme son nom l'indique, a depuis de nombreuses années favorisé l'amitié entre le Panama et le Costa Rica. Il n'y a pas de frontière à l'intérieur du parc. C'est un territoire commun. Le Costa Rica et le Panama n'ont jamais été en conflit. Et pour cause. Ils n'ont plus d'armée des deux côtés de la frontière. Une décision prise dans un contexte bien particulier. En décembre 1989, les États-Unis viennent d'envahir le Panama pour lutter contre un dictateur soupçonné d'armer le régime communiste du Nicaragua, le général Noriega. L'opération permet l'élection de son opposant, Guillermo Andara, qu'aucun pays sud-américain ne veut reconnaître, sauf le Costa Rica. Je terminais mon mandat en mai 90 et j'ai dit au président Ndara, « Je veux reconnaître votre gouvernement. Je veux être le premier à le faire, car nous sommes voisins. Mais vous devez payer un prix pour cela. Ce prix, c'est l'abolition de l'armée panaméenne, qui n'a fait que du mal au Panama, avec ses coups d'État, comme ça a été le cas pour Haïti et pour de nombreux pays latino-américains, et dans le monde entier. » Le Panama accepte d'imiter le Costa Rica, qui a lui-même aboli son armée dès 1948, à l'issue d'une nouvelle constitution, pensée pour éviter de futurs coups d'État. Bueno, Costa Rica le demostró al mundo que, en palabras de François Mitterrand, pour reprendre les mots de François Mitterrand, le Costa Rica est le seul pays au monde à avoir déclaré la paix à la communauté internationale. Le fait de ne pas avoir d'armée a toujours été un risque calculé. L'argent qui devait servir à acheter des armes, nous l'avons investi dans l'éducation, dans la santé. La totalité de la population est couverte, comme c'est le cas dans les pays riches, et nous avons le taux d'analphabétisme le plus bas de tous les pays en voie de développement. Le parc de l'amitié est né avant cette démilitarisation, en 1982, pour protéger 400 000 hectares de forêt tropicale jouissant d'un relief exceptionnel. Classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, le parc héberge des espèces rares, d'oiseaux ou d'insectes, dont certaines qu'on découvre à peine. Le parc est un endroit unique dans lequel nous avons identifié plusieurs espèces endémiques. Ne serait-ce qu'au cours de cette année, nous avons trouvé 3 nouvelles espèces pour la science. Et nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons en découvrir davantage. Roger Gonzalez est biologiste. Il parcourt tous les matins les sentiers de ce parc réservé à de rares visiteurs. Souvent des chercheurs venus étudier la nature. Cette fleur rouge vient d'un arbre appelé boro. La couleur rouge est très attractive pour de nombreuses espèces, notamment les oiseaux, qui viennent butiner son nectar.
Le Costa Rica compte 20 000 espèces de papillons et 400 espèces d'oiseaux, dont ces colibris à la couleur magique. Il abrite aussi des mammifères que l'on peut essentiellement observer grâce à ces caméras infrarouges placées sur les arbres. Comme ce tapir ou ce jaguar en voie d'extinction, dont l'habitat est sanctuarisé grâce au parc. Ces clairières correspondent à des endroits déboisés bien avant que cette forêt ne devienne un parc national. Tous les arbres qui ont été coupés ont servi au commerce du bois. Depuis que c'est un parc protégé, on assiste à une régénération naturelle. Mais certaines espèces de plantes invasives empêchent cette régénération. Elles recouvrent la plus grande partie de la végétation. Heureusement, nous pouvons compter sur ces insectes. Ils se nourrissent de cette plante qui freine la régénération de ces clairières. C'est un contrôleur biologique très intéressant. Le premier intérêt du parc de la Amistad est d'avoir freiné une déforestation annoncée. Grâce à la coopération entre les gardes forestiers du Panama et du Costa Rica. Nous choisissons certains endroits à l'intérieur du parc, côté Costa Rica et côté Panama, et nous effectuons des repérages de 5, 6, voire 7 jours dans des endroits stratégiques où nous savons qu'il y a des chasseurs, des déboisements ou des cultures illégales. Ces patrouilles ont leurs limites. Au Panama, les cultures continuent d'avancer et de ronger la forêt. Parfois, au détriment d'Indiens qui vivent là depuis toujours, comme le peuple Nassau, dont la vie sur le fleuve est menacée par la construction d'un barrage destiné à alimenter la région en électricité. Pour les Nassau, le fleuve représente beaucoup de choses. C'est leur autoroute, leur moyen de locomotion. Aucune autre route ne relie les 12 communautés entre elles. C'est aussi leur source de nourriture, l'endroit où ils se lavent et où ils lavent leur linge. Si les Nassau venaient à perdre ce fleuve à cause du développement hydroélectrique, ils risqueraient aussi de perdre leur mode de vie. Seul espoir pour le peuple Nassau et la forêt, la proximité de ce barrage avec le parc de la Amistad inquiète l'UNESCO, au point de mettre en garde le Panama. L'UNESCO dit que si le développement hydroélectrique continue dans le parc, tel que le prévoient les programmes actuels, alors le site ne fera plus partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'intérêt d'un parc de la paix. Placer cette forêt et cette rivière sous surveillance internationale. Leur donner une valeur écologique qui freine un peu certains appétits économiques. Contrairement au Panama, le Costa Rica a interdit de construire ou de cultiver à l'intérieur de sa forêt dès la création du parc. Une décision qu'il a fallu faire accepter aux agriculteurs de la région. Les relations entre les deux pays étaient tendues entre 1982 et 1987 à cause du braconnage et d'actes de vandalisme dans la réserve protégée. Mais peu à peu, grâce à des actions communes, cette situation a commencé à changer, notamment grâce à nos programmes de gestion communautaire, de recherche scientifique, d'éducation environnementale, qui sont désormais pensés avec l'ensemble des groupes situés dans la zone tampon. Le Panama et le Costa Rica ont mené des programmes pour encourager les agriculteurs vivant aux portes du parc à cultiver du café organique, qui coupe moins d'arbres et utilise moins d'eau. Un message totalement intégré par les nouvelles générations.
Nous avons travaillé avec plusieurs producteurs pour qu'ils n'utilisent plus de produits chimiques, ou les plus sains possibles, ceux qui portent une étiquette verte et qui ne polluent pas. L'eau de cette zone provient d'une source à 1,5 km de là. Nous faisons donc en sorte de la protéger. Le parc a contribué à protéger un habitat essentiel. Et plus encore, il a permis de prendre conscience de l'importance des biosphères, en particulier chez les jeunes. Dans la vallée du silence, on est en contact profond avec la nature. Être dans ces endroits tranquilles, c'est presque comme si la forêt était à nous. Le parc n'appartient à personne, mais on l'aime et on le protège comme si c'était le nôtre. Je crois qu'il y a de l'espoir car il se dessine une vraie fierté d'être écologiste. Et cette fierté est liée au fait que le Panama et le Costa Rica abritent ensemble un site classé, important pour l'écologie. S'il est vrai que le changement climatique ou les problèmes transfrontaliers peuvent entraîner des guerres, il est aussi vrai que les parcs naturels peuvent créer des amitiés, assurer la paix et empêcher les conflits entre pays voisins. L'intérêt d'un parc de la paix est de pousser là où on l'attend le moins. Des optimistes y songent au Moyen-Orient. Pour l'imaginer, il faut quitter les images que l'on connaît déjà. Celle de Jérusalem et de son mur ancestral, séparant la partie juive de la partie musulmane. Cette barrière installée au pied du mur pour séparer les hommes des femmes venues prier. Il faut quitter le fameux mur séparant les colonies israéliennes des territoires palestiniens. S'éloigner de ce cavalier contemplant cette cicatrice depuis un champ d'oliviers sur les hauteurs de Bethléem. Il faut sortir de ce trajet étouffant que s'imposent les colons israéliens par peur des attentats et de leurs voisins. Il faut se rendre à 150 km au nord de Jérusalem, au-dessus d'un îlot où le Yarmouk rejoint le Jourdain et qui pourrait donner naissance à un futur parc de la paix, le parc du Jourdain. Sa rive est est en Jordanie, sa rive ouest en Israël. La frontière entre les deux pays passe très exactement au milieu du fleuve, gardée côté israélien par une barrière électrique. Fait surprenant pour cette région, des civils peuvent l'ouvrir pour s'approcher de l'autre rive, surveillés tous les 7 km par des miradors jordaniens. Ce lieu est très spécial. C'est l'un des 2 endroits où l'on peut ouvrir le portail et la clôture électrique pour entrer et s'approcher au plus près du Jourdain. Cela ne peut se faire à aucun autre endroit, à cause de la clôture électrique qui longe le fleuve jusqu'à la mer Morte. Le portail jaune a été construit par l'armée israélienne pour nous protéger. Mais nous pouvons très facilement leur téléphoner pour prévenir que nous avons des visiteurs à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'était impossible il y a encore quelques années.
Ces touristes, principalement israéliens, viennent au plus près de la frontière pour admirer ces pierres chargées d'histoire. Comme ce pont, construit par les Romains au IIe siècle après Jésus-Christ. Ou ce vieux caravansérail, servant d'étape aux marchandises et aux caravanes ottomanes au XIVe siècle. Ou encore ce train bombardé en 1948, lorsque deux armées arabes, irakiennes et jordaniennes, ont voulu envahir la jeune nation israélienne. Stoppé net. Il n'a plus roulé depuis. Tout le monde traversait ici. Les caravanes et leurs marchandises, les troupes, les armées qui ont construit le pont, les trains. Ici, les gens allaient d'un côté à l'autre jusqu'en 1948. Depuis 1948, plus personne ne passe. Peut-être dans le futur. C'est dans cet espoir que Nirit accueille les touristes et veille sur ce lieu unique. Elle a grandi dans un kibboutz voisin, en charge du site, qui a restauré ces pierres endormies avec l'aide du département des antiquités israéliennes. Situé juste en face du parc, le kibboutz de Gesher est l'une de ces communautés utopistes fondées en 1939 dans un esprit de partage. Plusieurs des familles qui vivent ici descendent de migrants ayant échappé au pogrom et au camp nazi. Certaines ont combattu l'armée jordanienne en 1948. Elles vivent désormais de l'agriculture, du recyclage ou du tourisme lié au parc. Je suis la troisième génération au kibbutz de Gesher. Gesher signifie pont. C'est nous, nous sommes le pont. Peut-être que c'est d'ici que tout repartira. Peut-être qu'à l'avenir, cet endroit sera de nouveau ouvert. En Jordanie, nous appelons cet endroit Jisr el-Majama, la région aux nombreux ponts. Lorsque nous serons prêts, lorsque les choses seront plus développées, nous pourrons coopérer et l'appeler le Parc de la paix du Nord-Jourdain. C'est en rêvant à cette idée de parc commun que des écologistes de l'organisation EcoPeace travaillent ensemble pour convaincre leurs décideurs de part et d'autre de la frontière. Plus personne ne se moque de nous aujourd'hui. Ils écoutent, ils critiquent, ils s'interrogent. Quand je dis « ils », je parle des gouvernements au plus haut niveau. Mais tout le monde est à l'écoute. Et c'est bien mieux que lorsqu'on nous riait au nez. Ça montre qu'on a déjà progressé. Ce qui rend ce projet réalisable, c'est que nous sommes une organisation régionale. Nous sommes en Jordanie, en Palestine, en Israël, sous la même appellation. Quoi que je fasse en Jordanie, c'est aussi dans l'intérêt des peuples israéliens et palestiniens. Je suis venu en Israël avec un rêve. Vivre au sein d'une communauté qui partage des idéaux et bien d'autres choses. Aujourd'hui, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Mais c'est pas grave, parce qu'il se passe tout de même de bonnes choses. Et il y a encore des personnes qui souhaitent que ces bonnes choses arrivent. Cette lueur d'espoir voulue par des écologistes des deux rives n'aurait pas été possible sans un peu de bonne volonté politique. Tout a commencé par ce traité de paix signé en 1994 entre Israël et la Jordanie, entre Yitzhak Rabin et le roi Hussein. C'est une paix dans la dignité, une paix dans la conviction. C'est notre cadeau à nos peuples et aux générations à venir.
C'est grâce à ce traité qu'on a pu sanctuariser ces parcelles de terre de part et d'autre du Jourdain. Celle de la porte de Guécher, mais aussi d'autres hectares situés plus bas, le long du fleuve. Comme cette île de la Paix, jouxtant les décombres d'une centrale électrique, elle aussi à l'arrêt depuis 1948. Ici aussi, des visiteurs viennent se promener en famille. Parfois pour le seul plaisir de franchir des barrières militaires, pour respirer l'air d'une trêve fragile, sous les yeux des miradors israéliens et jordaniens, en pensant parfois au drame survenu un après-midi de 1997. Quelques années après la signature du traité de paix, il s'est produit ici une tragédie que nous ne devons pas oublier. 7 filles ont été tuées alors qu'elles visitaient l'île de la Paix par un soldat jordanien qui était en colère contre l'accord de paix, mais qui était aussi mentalement déséquilibré. Cette tragédie ayant endeuillé 7 familles israéliennes aurait pu tout compromettre si le roi Hussein de Jordanie n'avait pas immédiatement réagi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le roi Hussein s'est rendu en Israël pour rencontrer les familles de ces filles assassinées. C'était une démarche très émouvante et très touchante de sa part. Il s'est excusé à genoux devant chacune de ces familles pour leur demander pardon. Bien que l'espoir d'une paix au Moyen-Orient se soit éloigné depuis, Israël et la Jordanie n'ont cessé de se parler dans l'intérêt de la vallée du Jourdain. Our dream is to see this valley become the valley of peace. Fleuve sacré, le Jourdain sépare peut-être les deux pays sur le papier, mais il les rapproche quand il s'agit de sauver ce patrimoine commun menacé par la pollution et l'usage intensif. Ces dernières années, le Jourdain est devenu triste. Comme vous le voyez, l'eau n'y coule pratiquement plus et le niveau est bas. Et bien sûr, c'est parce que nous utilisons l'eau à d'autres fins, nous et nos voisins. Il est aujourd'hui dangereux de se baigner dans le Jourdain, à cause des industries israéliennes, syriennes ou jordaniennes qui y déversent leurs eaux usées, quand elles ne détournent pas le fleuve pour leur usage privé. C'est en coopérant pour y remédier que des écologistes ont imaginé ce parc de la paix. 98% de l'eau est déviée. Nos études sur le Jourdain nous ont menés à ce magnifique endroit. À cet endroit où le Yarmouk rejoint le Jourdain, où Israël et la Jordanie sont partenaires au sein de cet écosystème si particulier. De l'amélioration du Jourdain dépend l'avenir économique des deux pays. Israël rêve d'attirer plus de touristes religieux voulant se baptiser dans le fleuve. La Jordanie de convertir sa rive militarisée en lieu touristique pour observer les 500 millions d'oiseaux migrateurs qui passent ici chaque année. Cet endroit pourrait devenir un paradis pour les amateurs d'oiseaux du monde entier, pas seulement de la région. Cela pourrait créer plus de 200 emplois pour les gens de la vallée et nous savons à quel point les gens ici sont pauvres. Cet enthousiasme est partagé par les élus des deux rives. Le président de la région de la vallée du Jourdain et le maire jordanien de Mouat Ben Jabal. Un tel projet touristique dans la région de Bakoura aura de nombreux effets bénéfiques pour les fils de la région. C'est un atout formidable pour toute la région et le bien-être de ses habitants.
S'il y a un intérêt commun, alors il y aura coopération. Pour les Jordaniens et les Israéliens qui habitent des deux côtés du Jourdain, le fleuve est justement ce point de rencontre qui permet la coopération entre les deux peuples. Dans les faits, à ce jour, rien de concret n'a été réalisé. Mais peut-être que l'obstacle, c'est le contexte de la région. La condition pour la réalisation du parc est de trouver un terrain d'entente entre le gouvernement israélien et jordanien. La circulation des deux côtés de la frontière est possible. Il existe des infrastructures. Tout est là. Tous les promoteurs du parc du Jourdain sont d'accord sur ce point. L'entente qui les unit au niveau local ne peut avancer sans un règlement national du conflit israélo-palestinien. Mais ce jour-là, rien n'interdit de penser qu'un véritable parc de la paix unira Israël à ses voisins arabes, comme un pont où les trains se remettront à rouler. Le parc de la paix du Nord-Jourdain est un véritable rêve, mais un rêve qui peut devenir une réalité. Ce n'est pas un rêve hors de portée, nous avons simplement besoin de bonne volonté. Ce parc ouvrira des perspectives pour la coopération et la rencontre entre les peuples. Ce sera grand, un symbole, la preuve de l'évolution pacifiste de la région. Il y a toujours eu une sorte d'avant-garde visionnaire. Des rêves se sont réalisés. Je tire mon optimisme de l'histoire. C'est ce qui me donne la force de croire que c'est possible. La nature ne peut pas faire le travail des hommes. Il faut d'abord que les armes se taisent pour se parler de parc de la paix. Mais le fait d'y songer crée des liens concrets qui montrent l'après, à condition de voir loin. N'importe quel processus de paix exige des leaders. On peut défendre l'économie et l'écologie, mais ce dont on a besoin, c'est d'une vision politique capable de dire des deux côtés de la frontière, nous voulons défendre ce projet car nous pensons qu'il en vaut la peine à long terme. Les conflits du monde doivent être résolus en premier lieu grâce à la diplomatie, si c'est possible. Mais pour cela, il faut avoir beaucoup de volonté, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité et accomplir un énorme travail, car il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. C'est ce chemin modeste que nous indiquent les parcs de la paix, y compris dans des régions où le défi semble impossible. Des utopistes un peu fous rêvent de voir un parc de la paix sur cette frontière séparant la Corée du Sud de la Corée du Nord, l'une des pires dictatures au monde. Une bande verte, d'une richesse écologique exceptionnelle, que des ONG proposent d'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Un jour peut-être. Pour le moment, seuls les oiseaux peuvent se jouer des frontières et s'élancer vers un avenir où la beauté du monde réconciliera les hommes.